Bonsoir à toutes et à tous. Julien Dray est hors cadre. Il ne cherche pas à plaire, refuse de se taire pour un ministère, vénère la gauche et lui dit ses 4 vérités dès qu'il le peut. À 60 ans, il reste le petit frère bouillonnant du Parti Socialiste. Comme certains de ses amis du PS, il a fait ses armes chez les trotskistes, un réseau puissant, car les révolutionnaires d'hier sont devenus ministres, conseillers, députés. La gauche aujourd'hui est au pouvoir et elle compose entre efficacité économique et efficacité électorale. Est-ce qu'en chemin, elle n'aurait pas perdu le peuple? C'est le parti pris de Claude Veil. Vos questions par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique. Le portrait d'un électron libre, Laurence Aïda Diop, David Lemarchand. C'est politique, c'est parti. Cette année, si la palme d'or du Festival de Cannes revient au Conseil régional d'Île-de-France, c'est grâce à Julien Dray. À Cannes, t'étais pas là dimanche soir, mais il y avait Jacques Lang qui était là et qui se baladait partout en disant « Mais les champions, c'est la région Île-de-France. Mais vous êtes les patrons du cinéma. » Il n'est pas peu fier, le monsieur cinéma de la région. 3 films primés, 3 films financés, dont celui de Jacques Audiard. Merci. Ici, on a du flair. Aujourd'hui, on a un cinéma français qui a progressé et qui s'attaque aux problèmes sociaux, qui va à la difficulté, à la confrontation avec ces problèmes sociaux. Et en ce sens-là, le cinéma français prend aussi maintenant des lettres de noblesse. Vice-président en charge de la culture, ça lui va bien, très bien même. Julien Dray a 2 passions, le cinéma Rigolo ça, non? Et la politique. Premier film entièrement détourné de l'histoire du cinéma. VO sous-titré par l'Association pour le développement des luttes de classe et la propagande du matérialisme dialectique. J'avais détourné un film de karaté avec des passages du Capital de Karl Marx. On a ras-le-bol de ces charognes. Les bureaucrates commencent par nous exploiter et ils finissent par nous aliéner. Servir le peuple, ils appellent ça. Ça nous avait beaucoup marqué, notre génération, parce qu'on rigolait beaucoup avec ça. Mais au moment de la photo de famille, il préfère l'arrière-plan. Les premiers rôles, ce n'est plus pour lui. J'ai vu ce que c'était que les ministres, je les ai vus passer, je les ai vus trépasser. Pour beaucoup d'entre eux, bon, donc c'est plus une finalité. Voilà. Il serait pas mal dans le comte de Monte Cristo, parce qu'il se bat souvent contre les méchants. Voilà. Au Parti Socialiste? En particulier. Bon, vous avez pris quelque chose? Et le méchant dans son film en ce moment, c'est Claude Barthelone. Quand les 2 hommes se retrouvent en tête-à-tête dans le train direction le congrès du PS, à la sortie, ça donne ça. Alors, comment ça s'est passé votre Comment ça s'est passé? Claude Barthelone, parachuté tête d'affiche des élections régionales en Île-de-France. Pour Dray, ça passe mal. Tu vas, on va se débrouiller. On va se débrouiller. On va se débrouiller. C'est que je t'abrite quand tu veux, hein, au Sénat. Jusqu'à la fin, Julien Dray a soutenu la candidature de son copain Jean-Paul Huchon, au risque de se faire lui-même évincer. Et il aura une place dans votre dispositif, Julien Dray? Bien entendu. Comment vous voulez que quelqu'un comme Julien reste, c'est le cas de le dire, sur le quai de la gare? On s'est jamais fait la tête avec Julien. C'est vrai, vous êtes les meilleurs amis du monde, là. Et j'ai même dit qu'en aucun cas je te laisserai sur le quai de la gare. C'est réciproque. Dray déambule dans les arcanes d'un parti qu'il décrit comme à l'agonie. Alors, ça va, vous ennuie pas trop? Il s'ennuie. À quand la refondation? Il faut que ça bouge. Eh ben voilà, je suis là. Je suis en avance. Alors il bouscule. On commence par le congrès, la popularité de Valls, tout ça. Ouais. Ça va nous amener à Dites-moi un truc, j'ai pas compris. Il est populaire? Bah ouais, c'est les sondages qui disent ça. Ouais. Je vous donnerai le sondage de Figaro. D'accord. Ouais, mais c'est le Figaro. En direct jusqu'à toujours sur le fil, écartelé entre rébellion et amitié. Bonsoir. On n'est pas dans la logique d'un Hollande qui passerait la main. Il est increvable, François Hollande, vous le savez bien. Bon, à titre personnel, j'ai pas envie que mon ami se plante. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai pas envie qu'il parte sous les colibés, les crachats ou qu'il ait échoué. Julien Dray, ami du président, était l'invité. Oui, c'est un statut, hein, rappelez-le, hein, c'est un truc nouveau. Il y a peut-être une schizophrénie
schizophrénie chez Julien Drey, mais c'est ça. Il y a la nécessité de défendre un ami, bec et ongle, premier aspect des choses, et puis après, le rôle de l'ami, c'est pas toujours de dire oui, t'as raison, c'est formidable. Si moi je me mets à être dans une situation à être déférente parce que François Hollande est devenu le président de la République, mais quel ami je suis à ce moment-là? Je suis un ami intéressé. Je suis un ami qui est là pour quémander. Mais ça, c'est pas ça le sens de ma vie. Rebelle et fidèle à la fois, insaisissable Julien Drey. Bonsoir Julien Drey. Bonsoir. Est-ce que vous défendrez Manuel Valls comme vous défendez François Hollande? C'est pas la même chose, mais oui, s'il faut le défendre, mais là il n'a pas besoin de se défendre, il est grand garçon. Ça y est, c'est fini? C'est la une du JDD aujourd'hui. Bourde avouée, déjà pardonnée? Enfin, moi ce qui m'étonne toujours, c'est la manière dont ce monde s'emballe sur des choses qui sont finalement pas très importantes. On appelle ça des orages médiatiques, il paraît. Bon. C'était pas important ce qui s'est passé. Ça raconte rien de l'époque, de la façon dont les Français voient les politiques, de la façon dont les politiques eux-mêmes exercent les responsabilités. Ça raconte rien. Ça raconte si vous voulez raconter. Et après, on peut toujours raconter des choses, mais franchement, une semaine entière sur le fait qu'il a été à Berlin avec l'avion. Je sais pas, moi, dans le monde, il se passe pas autre chose. Il se passe des choses beaucoup plus graves que cette polémique-là. Malgré tout, elle a choqué les Français. C'est eux qui votent. Au bout d'un moment... Non, attendez. Alors après, on va dire c'est les médias qui en ont fait des tonnes. Il y a une technique qui est extraordinaire dans ce monde médiatique. Voilà, je suis en bonne santé. Vous allez passer 2 jours à me donner la fièvre. Et puis, comment on fait pour vous donner la fièvre? Si vous êtes en bonne santé, comment on fait? Voilà, c'est très simple, en boucle, toute la journée. Et voilà, et l'avion, la couleur de l'avion, la couleur de la cravate, et puis après, 48 heures après, paf, il y a un institut de sondage qui va venir constater que j'ai la fièvre. Voilà, ça c'est la technique actuelle telle que ça fonctionne. Donc vous donnez la fièvre à quelqu'un et après vous arrivez en disant il a la fièvre. Voilà. Bon, alors donc il aurait dû aller devant les Français et dire vous savez quoi, je suis Premier ministre et je suis pas malade. Là, il est allé devant les Français et il a dit j'ai fait une bourde, je vous promets, mea culpa, je recommencerai pas. On ne va pas passer des heures non plus parce que je pense que vous avez beaucoup d'autres questions. Moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait si j'avais été à cette place. Voilà. J'aurais dit je suis Premier ministre de la France, c'est la Coupe de l'UEFA. La Coupe de l'UEFA, c'est un événement important à l'échelle de l'Europe. La France va accueillir la Coupe d'Europe dans 1 an. Bah oui, je trouve que c'est bien que la France soit là. Voilà. Alors on m'a dit il n'y a pas de club français, mais ça ne marche plus comme ça. Ça, c'est ces gens qui ne connaissent rien au football. Aujourd'hui, ce n'est pas un club français ou un club anglais, puisque la composition des équipes, elle est européenne. Bon, voilà. Et j'aurais assumé complètement la chose. Mais à partir du moment où on n'assume pas la chose, à partir du moment où on commence à hésiter, effectivement, le monde médiatique, le Moloch médiatique vous dévore et à la fin, vous en arrivez à ce que vous avez constaté. Alors, mais à votre avis, pourquoi ça prend ? À votre avis, sincèrement, mettons de côté le procès qu'on peut faire. Effectivement, vous avez raison, peut-être aux médias qui s'emballent, etc. Mais qu'est-ce que ça raconte aussi de cette espèce d'intransigeance qu'ont les Français vis-à-vis de la façon dont les politiques doivent exercer les responsabilités? Vous savez quoi? Vous vous souvenez, votre ami François Hollande, il avait fait sa campagne sur la présidence normale. Il avait compris qu'on ne pouvait plus faire de la politique de la même manière. C'est pas normal d'aller à un match de foot? Vous considérez que c'est normal de le faire? Oui, je considère que c'est normal. D'emmener ses enfants avec un... Attendez, si les enfants sont à la charge de la République, ça c'est une faute. Si les enfants sont à la charge de la République, s'il y a un détournement, comme on dit, ça c'est une faute. Mais par ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas scandinave. Et ce n'est pas mon modèle. Donc la politique ascétique qui fait qu'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien, et on est triste du matin au soir, j'y crois pas. Et je pense que c'est vraiment... Et vous n'en voulez pas. Voilà, et c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Donc, que quelqu'un, à un moment donné, prenne un peu de plaisir dans la vie, je trouve que c'est bien. Et ce qui serait bien, d'ailleurs, c'est que tous les concitoyens et nos concitoyennes puissent prendre du plaisir. Et nous, on se bat pour qu'ils puissent prendre du plaisir. Mais ce modèle ascétique qui est en train d'être fait, et qui en plus est fait par une caste que je connais bien, qui en gros, en général, est tout le temps dans la même rengaine, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ça commence à me barder. Voilà. Est-ce que, rétrospectivement, vous regrettez pas, au fond, les années où vos camarades du Parti Socialiste et peut-être même vous-même, vous avez fait ce procès-là à Nicolas Sarkozy, président de la République, où vous avez dénoncé le détournement de moyens de l'État à son propre service ou pour ses proches. Est-ce que, rétrospectivement, vous dites... On a fait une erreur. Ah mais pas rétrospectivement. Moi j'ai toujours pensé qu'il y avait une partie de la gauche qui se trompait dans le combat contre Sarkozy ou contre Nicolas Sarkozy et qui faisait un combat moral par faiblesse politique. Et je pense que, d'ailleurs, quand j'ai vu la campagne commencer sur l'avion qu'il avait pris pour aller, etc., j'ai dit, à ce jeu-là, on est toujours rattrapé
par la morale. Le combat politique contre Sarkozy, il se mène au niveau des idées. Il se mène sur le fond. Et il y a matière à dire aujourd'hui par rapport à son engagement. Mais quand on confond les choses, on est toujours rattrapé. Parce qu'il y a toujours un des vôtres qui n'est pas exactement parfait. Et vous êtes rattrapé. Donc, et pour boucler la boucle, vous iriez jusqu'à dire qu'il faut, oui, donner des moyens aux politiques et qui peuvent circuler en jet privé s'il le faut pour être efficace. Est-ce que vous iriez jusque-là? C'est pas politiquement correct, mais est-ce qu'il faut le faire? Je dirais simplement, après, que chacun a son mode de vie. C'est les militants UMP du Parti des Républicains, plus exactement, qui payent. Est-ce qu'il fallait qu'ils prennent l'avion? Moi, j'en sais rien. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. Et que nous-mêmes, quand on rentre là-dedans, on est en train de nourrir des choses qui nous rattrapent après. Et qu'on ne s'en sort plus. Voilà. Et franchement, moi, alors, il y a peut-être des sondages, mais comme on avait cette émission à préparer, j'ai pris le temps d'aller discuter avec des copains, avec des amis autour de moi. Et le réflexe le plus souvent que j'ai entendu, c'est pas un jugement moral. Ils n'ont pas autre chose à nous raconter. On tire un petit peu sur la pelote. On voit François Hollande qui va aux 24 heures du Mans, qui est sifflé aux 24 heures du Mans. Là encore, est-ce que vous dites c'est l'écume des choses, au fond c'est pas si grave, il se fait siffler, il y a des mécontents dans un circuit, ça peut arriver, ou est-ce que vous dites à un moment donné c'est tellement dur qu'il faut que le président il se montre absolument, totalement au service des Français, pas dans des moments en gros de loisirs. Quelle lecture vous faites de ces moments-là? Bon, je suis pas sûr que tous les présidents de la République iraient aux 24 heures du Mans, soient accueillis par un public qui est quand même un public axé sur la course elle-même. Bon voilà, moi j'aurais peut-être pas fait non plus ce déplacement. Parce que vous pensez que ça peut choquer? Non, c'est pas ça, c'est que c'est évident que ces déplacements-là, ils sont à la limite entre la politique et de fait une forme de campagne. Voilà. Après, le président, il a, et c'est son droit, le sentiment que cet événement est un élément important, que l'industrie automobile française est en train de remonter, qu'il faut être là. Bon, voilà. Il est un peu en campagne. C'est un peu tôt. Mais on est tout le temps en campagne électorale. Dans notre tête, on est tout le temps en campagne électorale. Parce qu'on sait qu'il y a des éléments à chaque fois qui vont être des jugements. Donc on est tout le temps, mais pas parce qu'on est obsédé par les élections, mais parce qu'on est obsédé par la réussite et par le jugement des Français. Vous êtes en campagne? On va être en campagne, oui. Vous, personnellement? Pas encore, mais ça va arriver, oui. Vous serez en campagne où? Parce qu'on vous a vu pendant des années, près de 20 ans, dans l'Essonne. Et puis on lit ici ou là que vous allez délaisser l'Essonne et que vous allez aller dans le Val-de-Marne. Je vais aller dans le Val-de-Marne, si les militants le veulent bien. Ça va se discuter dans les jours à venir. Mais les dirigeants du Val-de-Marne m'ont contacté pour me demander de venir. J'ai longtemps hésité. Pour être honnête, j'ai hésité d'abord à reprendre du service. Je me disais, vous l'avez dit tout à l'heure, 60 ans, est-ce que c'est pas le moment de passer la main? Mais en même temps, je me suis dit, vu l'état de la situation, vu l'état de mon parti, vu les angoisses que j'ai à l'égard de ce qui est en train de se préparer ou de ce qui monte dans le pays, je ne peux pas laisser les choses en l'état. Mon devoir de militant, c'est d'être en première ligne. Et donc c'est une nouvelle histoire politique qui commence pour moi, avec un nouveau département, mais dans la région Île-de-France, que je connais, je crois, assez bien. Vous savez ce qu'on va dire? On va dire, Julien Drey est parachuté. Parachuter de l'Essonne au Val-de-Marne, c'est un petit parachutage, excusez-moi. Mais par ailleurs, c'est une élection francilienne. Donc l'important, c'est quoi? L'important, c'est d'avoir, à un moment donné, un certain nombre de leaders politiques qui sont dans la campagne électorale. Et c'est, au regard de cette nouvelle étape, pour moi, c'est une manière de venir à un département qui m'a, en plus, dont un certain nombre de responsables m'ont demandé de venir dans cette campagne avec eux. Donc ça, c'est bien. C'est le retour de Julien Drey dans la lumière. C'est un peu, oui, c'est un peu une renaissance, c'est un nouveau départ. Et c'était comme ça qu'il fallait le faire, parce que si j'étais resté en Essonne, ça aurait d'abord, il y a tout le passé de l'histoire, donc on aurait été sans arrêt dans ce passé. Là, il s'agit de commencer autre chose, c'est une nouvelle aventure. Voilà. Vous avez dit à l'instant, vu l'état de mon parti, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un astre mort, comme l'avait dit Jean-Luc Mélenchon, votre parti? Non, mais bon, le problème, c'est pas d'avoir des formules. Le problème, c'est de voir la réalité des partis. Vous avez vu le sondage qui est sorti dans le Parisien aujourd'hui. Voilà, sur la manière dont les Françaises et les Français jugent les partis politiques. On voit bien que l'ensemble des partis politiques sont en crise. Parce que promesses non tenues, parce que résultats tardant à attendre, parce que dysfonctionnement de la République, certainement. Parce que aussi, d'après moi, manque de débat d'idées. Manque de débat d'idées. Manque de partis politiques qui font rêver nos concitoyens, qui leur donnent un horizon, qui leur donnent une perspective. Vous dites manque de débat d'idées, pas manque de résultats? Il y a les résultats aussi, mais aussi, dans les résultats, il y a aussi les idées. Je vous donne le sentiment que j'ai, moi. Oui. C'est qu'à partir du moment où le Parti socialiste n'a plus une carte d'identité forte comme il l'a eu quand moi j'ai commencé à faire de la politique, parce qu'on se battait sur un idéal, parce qu'on se battait sur des rêves. Mais il fallait se battre pour des rêves, parce que l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Et quand les partis politiques ne deviennent que des gestionnaires, alors évidemment, on est de plus en plus exigeant à l'égard des comportements, parce qu'on se dit, mais ils n'ont plus que ça à nous vendre.
Voilà. Donc la question qui est posée, c'est quel est le fond de ce que nous voulons faire de la société française? Quels sont quel est le projet que nous portons pour cette société française? Et en ce sens-là, quand vous dites on s'amusera à faire une interrogation écrite, prendrait l'ensemble des dirigeants du Bureau national du Parti socialiste. Je leur dirais, c'est quoi le socialisme pour vous? Il vaut mieux pas que ce soit moi qui corrige les copies. Parce que je pense qu'il y aurait beaucoup d'hésitations. On va poursuivre cette conversation sur qu'est-ce que le Parti socialiste et qu'est-ce que le socialisme encore aujourd'hui. Mais vous avez évoqué très brièvement vos débuts en politique. Si je vous appelle Titus, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, c'était votre petit nom. C'était pas mon petit nom, c'était ce qu'on appelle un surnom. Un surnom. Voilà. Et vous allez nous raconter ça, mais après ce reportage. Il y a 40 ans, il voulait faire la révolution et apprenait des passages entiers de la prose de Léon Trotsky. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ministres, conseillers, députés, chefs de parti. Les trotskistes se sont un peu embourgeoisés. Chacun a suivi sa route, mais il reste un réseau puissant. Reportage Lise Barcellini et Khaled Zouak. Dans le gouvernement Valls, 4 anciens trotskistes, Michel Sapin, Harlem Désir, François Rebsamen et Laurence Rossignol. Dans le gouvernement Ayrault, 2, Pierre Moscovici et Benoît Hamon. En 1997, du temps de la gauche plurielle, c'est le premier d'entre eux, Lionel Jospin, une jeunesse trotskiste sous le nom de camarade Michel, qu'il a longtemps passé sous silence. En 1999, Patrick Dierich, ancien militant de l'OCI, l'Organisation communiste internationale, raconte. Un jour à la télévision, et puis dans la presse, j'ai vu qu'un haut responsable du Parti socialiste, je crois délégué à l'Internationale socialiste, était mon camarade Michel. C'est comme ça que j'ai découvert que le camarade Michel s'appelait Lionel Jospin, et qu'il était devenu un membre influent du Parti socialiste. Donc selon vous, il n'y a pas de doute, Lionel Jospin a bien été un infiltré de l'OCI au Parti socialiste? Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque je l'ai connu comme militant de l'OCI, me disant qu'il faisait un travail de clandestin. Je ne l'ai jamais entendu quitter l'OCI et je l'ai revu dans le Parti socialiste. Des anciens trotskistes, il y en a au gouvernement, à Bruxelles, au Parti socialiste, au Conseil constitutionnel, au Parlement à gauche comme à l'extrême droite, mais aussi dans le monde des affaires et des médias. Aujourd'hui, ils ne rêvent plus du grand soir et plus grand-chose ne les unit, à part peut-être une certaine nostalgie de leurs années de lutte. Ma première photo en tant que militant, la voilà. J'avais 18 ans. Benjamin Stora était l'un des leaders de l'OCI. Il y côtoyait Cambadélis, mais pas seulement. Dans la salle de ce congrès de réunification, je pense qu'il y avait Julien Drey, Harlem Désir, Jean-Marie Le Guen, Patrick Menucci. Entre 1965 et 1975, ils étaient 20 000 à 30 000 jeunes à se réclamer du trotskisme. Des heures et des heures de lutte qui se sont avérées une formidable école pour accéder aux responsabilités. Il y avait un grand amphithéâtre qui s'appelait le B2. Le B2 à Nanterre, il y avait 800 étudiants à Nanterre qui pouvaient rentrer dans le B2. Alors, il fallait prendre la parole devant 800 étudiants quand même. Il fallait savoir s'exprimer de manière extrêmement claire. C'était très difficile parce qu'il y avait tellement d'organisations qu'il fallait que sa parole puisse porter par rapport aux autres organisations. Donc il y avait ces espèces de joutes oratoires et donc les orateurs qui n'étaient pas très bons étaient éliminés impitoyablement. C'était les meilleurs, bien sûr, qui savaient retourner les salles, s'adapter aux salles, etc. Ça, c'était les amphithéâtres, dans les assemblées générales. Il y avait les mouvements aussi, les mouvements de grève. Il y avait aussi des interventions dans les TD. Il y avait aussi le fait d'être dans la rue. Dans la rue, c'est pas seulement les manifestations de rue, où il fallait scander les mots d'ordre, etc., mais aussi accrocher des gens dans la rue, leur parler, leur vendre des journaux. Dans les années 70, ils sont nombreux, comme Lionel Jospin, à passer du trotskisme au Parti socialiste. En politique, comme dans les affaires, la génération Trotsky monte peu à peu les échelons, de la rue au pouvoir. Les trotskistes ont pris le pouvoir, Julien Drey? Non, mais c'était une autre époque, c'était un autre temps. Moi, je ne suis pas nostalgique de ce temps-là. Le monde a changé. On était avec un stalinisme dominant, le monde coupé en deux. Et être trotskiste pour la génération qui arrivait après mai 68, c'était retrouver de l'idéal. C'était une école.
C'est vrai que c'était une école de formation, une école de solidarité, une école aussi tout simplement parce qu'il fallait lire beaucoup. On n'était pas que des agitateurs, on avait des connaissances historiques, économiques, parce qu'il fallait faire la polémique et convaincre. Et donc je pense que c'est normal que ça a été pendant tout un temps un élément d'attraction par rapport à toute une génération, par rapport à des centaines et des milliers de jeunes. Et puis c'est aussi une aventure. En même temps, le nombre d'anciens trotskistes qui sont aujourd'hui aux manettes, on se dit, c'est un réseau encore puissant. Oui, c'est pas un réseau, parce qu'il n'y a pas un cabinet noir de trotskistes qui se réunit. Mais il y a quoi, une solidarité entre vous? Non, il y a un passé. Et un passé, ça donne aussi une certaine lecture des événements. Ça donne aussi des réflexes communs. Et puis il y a aussi des amitiés qui ont traversé le temps et qui restent. Bon, alors après, il y a aussi les conflits. Parce qu'il y avait tellement de luttes que des fois, on retrouve les traces de ces conflits 30 ans. Mais les trotskistes dans les lieux de pouvoir, c'est comme les francs-maçons? Non, parce que c'est pas un pouvoir. La franc-maçonnerie, c'est je dirais, une philosophie. C'est pas la même chose. Les trotskistes, c'est une période de l'histoire. La franc-maçonnerie, elle a traversé l'histoire. Elle a une continuité de combat. Les trotskistes, c'était à un moment donné un combat identitaire par rapport à un monde qu'on voulait changer et par rapport au blocage qu'on rencontrait. Mais ceux-là, ceux qui sont ex-trotskistes, ils gardent encore quelque chose de ces années-là qui fait qu'à eux, vous ne parlez pas de la même manière? Il y en a au moins deux avec qui je ne peux pas parler de la même manière. C'est des amis, c'est Harlem et Laurence, parce qu'on a été ensemble pendant de longues années, puisqu'on était à la direction de SOS Racisme, des choses comme ça. Après, vous savez, je regarde quelques figures et je ne dirai rien, mais... Vous pensez à qui, monsieur? Qui se sont reniés, c'est ça? Non, c'est pas qu'ils se sont reniés, mais qui ont été... Vous savez, chez les trotskistes, il y avait ceux qui étaient militants en tant que tels, et puis il y avait ceux qui étaient un peu, parce que c'était à la mode d'être trotskiste dans les années 70. J'ai rien dit, moi. Dans les années 70, c'était à la mode. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qui vous en reste, vous, dans votre manière aujourd'hui de penser la gauche, de faire de la politique, de construire un discours? D'abord, il me reste, moi, beaucoup de choses. Des fois, je me mets à réfléchir. Pour moi, ça a été une expérience formidable. Je n'ai jamais renié cette expérience-là. Et je me revendique d'un certain nombre de ces combats. Après, le monde, je l'ai dit, a changé. Les choses ne sont pas les mêmes. Mais en tous les cas, quand je me suis engagé chez les militants trotskistes, oui, j'avais un peu plus de cheveux. Oui. Voilà. Bon. J'avais des rêves et moi, ces rêves-là, je ne les ai pas abandonnés. Il y a encore quelque chose de cette période-là dans ce qu'est aujourd'hui le Parti Socialiste? Il y a encore des choses. Parce que le premier secrétaire, c'est Jean-Christophe Cambadélis, il vient de là aussi. Le premier secrétaire, il y a 30 ans que je l'ai rencontré, moi. Et on était tous les deux trotskistes. Mais on parle aujourd'hui souvent, et d'ailleurs, on s'est souvent affrontés, parce qu'on n'était pas exactement la même école. Et quand on parle en ce moment, on se dit, tous les deux, on a une responsabilité. Lui, il est premier secrétaire. Moi, ma responsabilité, c'est pas de continuer les luttes intestines. C'est de voir que le Parti socialiste aujourd'hui est menacé dans son avenir. Et que notre travail à nous... Menacé de quoi? D'implosion? Menacé de disparition? Non, menacé de ne plus représenter quelque chose, ne plus représenter un idéal, ne plus représenter un combat, ne plus représenter une dynamique, ne plus être attractif par rapport à l'opinion publique et par rapport aux jeunes. Le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est de lever de nouvelles générations militantes. Pour aller vers quoi? Pour aller vers quoi? C'est quoi votre idéal aujourd'hui quand vous regardez la rue de Solferino? Mon idéal, c'est que le Parti socialiste retrouve ses lettres de noblesse, mais il ne le retrouvera pas comme il est aujourd'hui. Il va falloir qu'on change tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être même qu'à un moment donné ou un autre se posera la question de notre nom. Mais il ne faut pas le précipiter. Il va falloir qu'on dialogue, qu'on discute, qu'on se confronte, qu'on aille chercher la contradiction, qu'on entende des choses qui ne sont pas forcément très agréables sur ce qu'on a fait, sur les erreurs qu'on a commises. Ça, c'est un travail qui va commencer maintenant et qui vise à refonder la gauche avec une identité nouvelle. Je pense que le terme le plus exact aujourd'hui, c'est pour nous d'être les nouveaux progressistes et de se battre pour ce que j'appelle l'émancipation, parce que c'est le mot-clé. Nous, on se battait pour le socialisme, mais le socialisme, c'était une société idéale où il n'y avait plus d'exploitation. Je pense qu'aujourd'hui... On passe du Parti socialiste au Parti progressiste. Oui, pour Parti progressiste qui se bat pour l'émancipation des individus. Parce que vous savez que vous touchez là quelque chose qui est éruptif chez les socialistes. Changer de nom. Renier d'une certaine manière, ou en tout cas tourner une page. Oui, mais parce que je pense Manuel Valls l'avait dit, il s'était pris une volée de bois vert de la part de tout le monde. Il faut le faire avec pédagogie, en l'expliquant. C'est pour ça que... Alors, l'expliquons, pardonnez-moi. Oui, je vous en prie, allez-y. C'est pour ça que moi, j'avais pas mal discuté avec Jean-Christophe dans la préparation du congrès. Et lui-même avait dit, on y va doucement. On prend le temps. Parce qu'il faut prendre le temps et la pédagogie nécessaire par rapport à ce qu'est l'histoire du Parti socialiste. Mais il l'a dit lui-même.
Il faut tout refaire. Et le travail qui va commencer avec les conventions nationales qui vont avoir lieu, conventions dans un style complètement différent, puisqu'on va avoir des adhérents directs, c'est-à-dire que les gens pourront venir donner leur avis. On va chercher la confrontation sur les lieux de travail, puisque c'est aussi une volonté pour nous de se réimplanter. Parce que le militantisme, ce n'est pas qu'Internet. On peut mettre du fond. Le militantisme, c'est aussi... J'ai un ami qui est en train de se battre en ce moment dans une municipale et qui me disait, finalement, il y a Internet, mais les bonnes vieilles méthodes, ça compte encore. On voit la forme que vous voulez donner à ce nouveau parti socialiste, parti progressiste. Mais dans le contenu, il se situe où, ce parti socialiste? Il se situe dans, pardon de caricaturer un peu, dans cette gauche plutôt Emmanuel Macron, dans cette gauche plutôt Mélenchon, vous lui avez consacré un livre. Est-ce que sur la gouvernance, vous changez quelque chose? Sur les fondamentaux de ce qu'est aujourd'hui la gauche, jusqu'où vous allez? Qu'est-ce que vous changez? Vous avez commencé par les trotskistes. Je vais garder quelque chose de ces années-là. Il y a une grande leçon qu'on avait appris, nous, c'était que la question de l'unité, la question du rassemblement, ce qu'on appelait à l'époque le front unique, c'est une question clé. Quand la gauche se divise, quand elle commence à s'excommunier, quand certains commencent à dire celui-là est de gauche, celui-là n'est pas de gauche, on ne va que dans le mur. Donc le travail que nous devons faire, c'est redonner d'abord une colonne vertébrale idéologique pour redevenir une force attractive et à partir de là, attirer à nous et faire la synthèse de toutes ces expériences. Moi, un truc mou, quoi. Ah non, vous croyez que c'est mou quand on fait la synthèse? Ah bah oui. Si on met d'accord, côte à côte, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sans qu'ils se disputent à la fin de la réunion, c'est qu'on a fait quelque chose de mou. Il faut qu'ils se disputent, mais qu'à la fin de la réunion, ils arrivent à trouver quels sont les points de convergence. Et il y en a quand la volonté de changer la société, de ne pas accepter l'ordre établi, existe. Comment a fait François Mitterrand quand il a fondé le Parti socialiste en 1971 Quels étaient les antagonismes? Et quand il fait venir toute une partie de l'extrême gauche au Parti socialiste. Et pourtant, la synthèse s'est faite. Et à un moment donné, il y a une énergie nouvelle qui a créé mais qui est pro-entreprise, qui est... Comment est-ce que vous mettez deux, trois éléments de contenu? Je vous ai dit l'émancipation, parce que je pense que c'est le mot-clé. Un être émancipé. C'est quoi un être émancipé? Un être émancipé, c'est un être qui est maître de son avenir, maître de son destin. Qui veut dire c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai décidé de... C'est l'individualisme? Non, c'est pas l'individualisme, c'est j'ai choisi. Donc j'ai été libre de choisir. J'ai pu choisir. Or, aujourd'hui, vous avez des milliers de jeunes, des centaines de milliers de jeunes, qui au point de départ savent que lorsqu'ils vont rentrer dans l'éducation nationale, quand ils vont rentrer dans le lycée, dans le collège, malgré tout, ils n'y arriveront pas. Allez voir un amphithéâtre de première année de médecine. Est-ce qu'elle est à l'image de la société française? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de la société française qui est aujourd'hui exclue? Moi, j'ai été pendant des années député de ces quartiers en difficulté et je voyais bien la manière dont les choses se passaient. Pardon, donc, le travail... je viendrai, mais le socialiste old style, vintage, pourrait me dire ça aussi. Mais je suis pas en quoi ce serait une façon de... D'abord, le vintage a du charme. Remanier, bien sûr, vous avez raison, c'est très à la mode. Voilà. Mais en quoi c'est un nouveau logiciel? J'aime pas beaucoup ce mot, parce qu'on va reprendre l'entreprise. On a eu une discussion, je vais vous faire une petite confidence, on a eu une discussion il n'y a pas longtemps avec Jean-Christophe Cambadélis et on parlait d'Emmanuel Macron. Et je lui disais, tu as vu la structure de popularité d'Emmanuel Macron, elle est forte chez les jeunes. Et lui, il me dit, oui, tu as vu, parce qu'il a de l'énergie, parce qu'il a du mouvement. Je dis, oui, mais il est aussi populaire dans les cités. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, et tu sais pourquoi? Parce que pour tous ces jeunes des cités, l'idée de créer sa société, son entreprise, n'est pas la même chose que pour notre génération. Nous, on avait une vision de l'entreprise qui était d'abord et avant tout un lieu d'exploitation. Pour toutes ces générations-là, l'entreprise devient un lieu de libération et de liberté. Parce que les modèles qu'on avait, nous, ne marchent plus de la même manière. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont obsédés par l'argent, parce que c'est pas l'idée de créer sa société pour toutes ces générations-là, c'est pas de gagner, c'est de pouvoir décider. Donc et ils ont une vision de la lutte des classes. Non. Patronat contre salariés. Non, il y a toujours une exploitation, mais elle n'est plus de la même manière. On voit bien aujourd'hui, parce que celui qui crée sa petite entreprise, c'est pas le même patron que la multinationale qui se joue de toutes les lois et qui délocalise ou écrase. C'est pas la même chose que les fonds de pension. Quand nous disons qu'il y a une financiarisation de l'économie, c'est parce que, si vous voulez mon avis, c'est que les idées socialistes n'ont jamais été aussi importantes et majoritaires dans l'opinion qu'aujourd'hui par rapport au début du siècle. Fondamentalement. Parce qu'il y a un doute aujourd'hui sur ce libéralisme tel qu'il est et sur cette financiarisation de l'économie et les buts de cette machine. Et quand on discute, oui, vous me regardez avec des yeux comme ça. Non, je vous regarde parce que les fondeurs, ils ont expliqué, par exemple, qu'aujourd'hui, on avantageait plutôt l'entreprise avec le pacte de responsabilité. Ils ont poussé des cris d'orfraie sur le plafonnement des indemnités, par exemple, pour les prud'hommes. Ils ne considèrent pas qu'aujourd'hui, on valorise des idées socialistes. Ils disent, au contraire, la version de la gauche au pouvoir, elle est plutôt
pour caricaturer à droite, quoi. Et quand je vous dis qu'il faut reprendre les fondamentaux et réfléchir, vous voyez, c'est ça. Quand je vous dis, parce que ça, c'est une discussion qui est sérieuse. Cette approche nouvelle de l'entreprise, de l'idée de fonder sa boîte, et pas simplement pour gagner de l'argent, mais parce que c'est aussi une relation humaine qu'on crée avec des équipes. Bon, ben ça, il va falloir que nous, on travaille là-dessus, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui nous percute. Et il y a aussi, à partir de là, je l'ai dit, quels sont les instruments qui permettent ça? Il y a un projet éducatif et culturel essentiel. Quand vous voyez le ravage qui est en train de se produire dans la culture aujourd'hui, c'est-à-dire les maisons de jeunes, les dernières maisons de jeunes qui restaient, qui sont fermées, des spectacles qui sont annulés. Donc, ça, c'est le bilan de la gauche au pouvoir. Hein. Non, ça, c'est le bilan des équipes municipales de droite qui arrivent en ce moment. C'est pas le bilan de la gauche au pouvoir. Mais elle a fait suffisamment, la gauche, au pouvoir? Oui, il y a toujours un mais. Elle n'a pas fait assez. Et j'étais extrêmement... D'ailleurs, on s'est beaucoup engueulé à l'époque, parce que je crois qu'il n'est pas normal que la gauche baisse à un moment donné ou à un autre le budget de la culture. La gauche et la culture, la gauche et l'éducation, c'est un mariage d'amour. Ça ne peut pas être un mariage de raison. Ça veut dire que les questions financières, on ne fait pas n'importe quoi, mais moi, vous m'avez dit, vous avez fait un reportage qui disait que j'étais très copain avec Jean-Paul Huchon. Une des raisons de ce copinage, c'est quand il m'a demandé de m'occuper de la culture en Ile-de-France, je lui ai dit, il y a une chose qui est certaine, on ne baisse pas les budgets, on les sanctuarise. On les a sanctuarisés, on a augmenté de 18% le budget de la culture. Le résultat, c'est qu'on a fait des choses qu'on ne faisait pas auparavant. On a recréé des ciné-clubs dans les lycées. Et ça change beaucoup de choses. On a recréé des clubs théâtre. On a emmené des jeunes en matière d'art plastique, en matière de musique, à pouvoir pratiquer ces choses-là dans leur établissement scolaire. Et ça change la vie du lycée. Un mot sur les impôts. Un mot sur les impôts. François Hollande a confirmé qu'il voulait s'atteler à la réforme du prélèvement à la source et que ce serait appliqué en 2018. Est-ce que vous craignez pas qu'en entendant impôts, ça inquiète un petit peu les Français à 2 ans de la présidentielle? Est-ce que franchement, c'était l'urgence? Non, l'idée c'est que je pense que sur le plan fiscal, la première partie du quinquennat n'a pas été bonne. Et qu'on a eu une facilité qui a été effectivement d'augmenter les impôts, avec une fausse théorie sur l'impôt. Là aussi, j'ai dit modernisation. Moi, j'ai été un des premiers à dire trop d'impôts tue l'impôt. Faites attention. Et je ne suis pas pour le culte de l'impôt en disant je suis fondamentalement joyeux de payer des impôts, etc. Il faut en payer parce que c'est la solidarité. Mais je dis attention. À la source, pourquoi c'est une urgence de le faire maintenant? Parce que c'est une idée qui traîne depuis 30 ans, que c'est une économie qui serait réalisée, et puis parce que c'est aussi un élément de modernité, parce que les moyens qu'on consacre aujourd'hui au prélèvement de l'impôt, si on le faisait par la source, on pourrait les consacrer à d'autres choses. Mais sur le prélèvement à la source, je suis prudent, parce que je sais que c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Parce qu'il y a un problème qui est très simple, il y a un choc à assumer pour la société quand on fait le prélèvement à la source, qui est une année blanche, qui est lourde. Bon voilà, donc on va y aller prudemment, mais aussi ces questions fiscales doivent être importantes, parce que on s'est pas rendu compte que la pression, on s'est rendu compte trop tard peut-être, que la pression fiscale, elle repose essentiellement sur les classes moyennes. Et dans les classes moyennes, tout le monde s'y met un peu, parce que personne dit je suis dans les basses classes. Ça veut dire que tout le monde a été concerné, contrairement à ce qui a été dit. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de redresser ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Alors, voilà un sujet qu'il faut aborder en laissant de côté les postures. Après l'évacuation d'un camp de migrants, porte de la Chapelle, rien n'est réglé. Certains se sont installés ailleurs, d'autres dans des centres d'accueil. Ils sont soudanais, érythréens, somaliens, égyptiens. Et qu'attend-il de la France en réalité? François-Xavier Rigaud, Mathieu Vibaud sont allés à leur rencontre dans un campement pas encore démantelé à Paris. Reportage. T'as mis la fourchette? Super. Dans ce camp de migrants parisiens, le seul à ne pas avoir été démantelé par les forces de l'ordre, la solidarité s'organise. On est en train de les nourrir, d'assurer un repas, de distribuer un repas. Une distribution alimentaire pour les aider. Depuis plusieurs semaines, ils sont 200 à vivre ici, au bord de la Seine, sous la cité de la mode. Vous savez, à l'origine, je ne voulais pas venir en Europe. J'ai fui le Soudan pour la Libye, mais la guerre est arrivée là-bas aussi. C'est pour ça que j'ai traversé la Méditerranée. Ils viennent du Soudan, d'Érythrée ou encore du Tchad. La plupart rêvent de rejoindre le nord de l'Europe, terre réputée plus accueillante pour les migrants. Apparemment, ils sont sur une étape de voyage. Ils ne veulent pas rester en France. Il n'y a pas de travail, ils n'ont pas de papier, donc ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rester. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent aller en Angleterre, certainement, puis d'autres dans les pays au nord, les pays du nord, parce qu'ils disent avoir de la famille là-bas. Mais bon, c'est toujours pareil, on ne sait pas. Hein. Mais face aux difficultés rencontrées pour rallier l'Angleterre ou la Suède, certains souhaitent désormais rester en France. Là, c'est ma tante.
On est 3 à vivre ici. C'est le cas de Nasraddine, un jeune Soudanais de 25 ans, arrivé en France il y a 3 semaines. Il me faut un toit. Je dois apprendre la langue. Là, par exemple, je suis malade depuis une semaine. Mais comme je ne parle pas français ni anglais, je ne peux pas expliquer mes problèmes. J'ai fui la guerre au Soudan et en Libye. Mais finalement, j'ai autant de problèmes ici. Il y a 5 jours, Nasraddine a fait une demande d'asile. En France, la durée moyenne pour obtenir une réponse définitive à cette requête est de 19 mois. Oui, j'ai fait ma demande, mais je dois attendre des mois pour avoir une réponse. En attendant, on ne m'aide pas. On ne me donne pas de maison, je dois vivre ici, dans une tente. Parfois, je ne mange pas, je passe des semaines sans pouvoir prendre une douche. La vie est vraiment difficile ici. Est-ce que vous pouvez dire français, français, venez, venez. À l'école, à l'école. D'accord ? À l'école, on y va. Ok. Sur place, le réseau Éducation sans frontières donne quotidiennement des cours de français aux migrants qui souhaitent rester sur le territoire. 1, 2, 3, 4, 5, et ça 6. 6, très bien. C'est quoi ça? O. O. À vous. A. O. I. O. Une des demandes qu'ils ont formulées, c'est qu'on les aide pour les papiers, pas pour leur procurer des papiers, mais dans les formulations, dans les aides, et de leur apprendre le français. Donc ils n'ont pas du tout envie de rester inactifs, et je ne sais pas du tout leur situation, je ne les connais pas, mais je me dis qu'on a passé 3/4 d'heure au moins, ou pour eux, j'espère qu'il y a eu un peu de soleil dans leur cœur, quoi. C'est pas plus... Je ne suis pas plus ambitieuse que cela. Selon le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe via la Méditerranée depuis le début de l'année. Et ce chiffre claque. Plus de 100 000 migrants depuis le début de l'année sont arrivés sur les côtes de l'Europe. Ça ne va pas suffire, quelques bonnes âmes et le courage de ces représentants d'associations qui accueillent et qui aident ces migrants. Quand est-ce qu'on prend le sujet à bras-le-corps et comment? Bon, d'abord, il y a 3 choses. La première, je pense que vous avez raison de saluer le dévouement, la générosité humaine. Dans un monde où, justement, il y a des valeurs qui sont en discussion, il y a quand même des gens qui gardent la générosité, la solidarité, il faut les saluer et pas les désigner à la vindicte populaire. La première chose. La deuxième chose, c'est que tant qu'on traitera les problèmes en aval, c'est-à-dire quand on sera simplement dans la réception, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Parce qu'au regard des conflits qui se généralisent, au regard y compris des changements climatiques, les vagues migratoires vont continuer. Donc le problème, c'est en amont. Donc il faut une conférence européenne qui gère cette question-là, avec les pays d'origine. D'où les choses se passent. La question qui est posée, c'est que jusqu'à maintenant, nous avons été incapables de responsabiliser les pays d'origine où les filières migratoires se mettent en place. Pourquoi on pourrait le faire aujourd'hui? Et pourquoi compter sur l'Europe quand on a vu qu'elle s'est emparée du sujet avec une priorité qui était chacun pour soi? Oui, mais il y a un moment donné où le chacun pour soi ne marche plus parce que tous les pays sont aujourd'hui débordés. L'Italie, pendant longtemps, était protégée, maintenant elle est en première ligne. Et l'Allemagne peut se croire protégée, mais elle sera interpellée. Et les pays scandinaves aussi. Donc il y a un moment donné où l'Europe doit prendre ses responsabilités. Première chose, nous n'accueillons pas toute la misère du monde, c'est vrai. Mais celle qui est là, on la traite bien. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous discutons et nous mettons en place un organisme européen qui gère les flux migratoires. Moi, j'ai toujours milité pour qu'il y ait des quotas, parce que je pensais que c'était une manière, justement, de gérer ces flux migratoires de manière intelligente en responsabilisant les pays d'origine. Ça ressemblerait à quoi concrètement? Ça ressemblerait à 2 choses. Ça ressemblerait au fait qu'on discute avec un certain nombre de pays, qu'on ouvre. Parce qu'on a tout le temps hésité sur la question de l'immigration, en disant immigration zéro, immigration contrôlée. Je pense que si on donne un chiffre, et que dans ce chiffre, on ne met pas simplement nos besoins, on ne dit pas simplement on a besoin de main-d'œuvre, mais on met aussi notre part de solidarité, de rééducation ou d'éducation par rapport à ces populations-là. Si on retravaille sur les plans... Un chiffre par pays. Oui, ou un chiffre européen, ça c'est après qu'on peut répartir, c'est un travail qui est fait. Mais regarde, après il y a aussi les conséquences de choix diplomatiques, ou de choix politiques qui ont été faits. L'affaire libyenne, on en paye aujourd'hui le prix. Vu la manière dont ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire tomber le colonel Kadhafi, que les choses soient claires, mais il fallait y penser aussi avant à la solution politique qu'on mettait en place. Ceux qui sont là. C'est la même chose qui se passe avec un certain nombre de pays aujourd'hui. Ceux qui sont là, comment on fait? Il y a eu une tribune assez sévère de Cécile Duflot qui a parlé de Waterloo moral au nom d'une certaine idée de la France, protégeons les migrants. Est-ce qu'il faut par exemple un centre d'accueil temporaire pour les migrants, comme le propose la maire de Paris? Mais le problème, c'est ce que j'aime pas,
si vous me permettez, y compris parce que ça fait des années que je me bats sur ces choses-là, je n'aime pas ceux qui viennent avec des formules péremptoires donner des leçons aux autres. La question qui est posée... Ça, c'est une formule péremptoire. Non, c'est des valeurs. On peut dire qu'elle défend des valeurs. Oui, d'accord, mais maintenant, moi, cette formule-là, tout le monde la signe. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est comment on fait. Voilà. Comment on fait et comment on travaille et quelles sont les solutions. Alors, j'ai donné cette histoire de quotas, je donne la possibilité de signer des accords avec les pays. Je pense que si on signe des accords avec la Libye, par exemple avec la Libye, si on arrive à stabiliser un gouvernement, si on signe un accord avec le Maroc, y compris pour qu'il y ait des polices aux frontières, parce que ces gens-là sont exploités par des réseaux. Et le problème, c'est que la bataille contre les réseaux, nous la menons, nous, en France, nous ne la menons pas en amont. Et c'est là où il faut travailler. Il faut constituer dans ces pays-là des polices qui luttent contre ces réseaux-là, qui les cassent, parce qu'ils sont toujours exploités par des réseaux. Allez, je vous laisse avec Claude Veil, qui est inquiet. La gauche a perdu le peuple. Bonjour Julien. Bonjour. Pardon. Je vous regardais, je sens en vous une mélancolie. On se connaît depuis 30 ans, hein, depuis l'époque où vous aviez des rêves et des cheveux. Et au fond, vous avez perdu. Mais d'abord, je pense que la vie, c'est une mélancolie. D'accord, mais si vous me permettez, on va rester sur le terrain politique. La vie est forcément une mélancolie avec le temps. Il reste forcément des choses. Vous avez été l'ingénieur des SOS Racisme. Je crois même que c'est vous qui avez inventé le « touche pas à mon pote ». Non, c'est pas moi, c'est Didier François. D'accord, enfin, vous avez fait partie de cette grande aventure. Oui, été. Mais la bonne formule, c'est ingénieur. Il y avait un double objectif, c'était de mobiliser la jeunesse sur un courant moral derrière Mitterrand et dans l'antiracisme, et d'excommunier la xénophobie. Et sur les deux terrains, vous avez perdu. Les jeunes ne s'intéressent plus à la politique, et la xénophobie ne s'est jamais si bien portée. Marine Le Pen est à 25%, et le peuple vous a déserté précisément parce qu'il est activé par ces ferments de xénophobie. C'est pas moi qui le dis, c'est malheureusement les sondages et les résultats électoraux. Le premier parti ouvrier de France, c'est le Front National, et c'est dans la jeunesse, c'est chez moins de 25 ans, qu'il y a le plus de vote Front National. D'abord, bon, je ne veux pas reprendre les fondamentaux, mais la jeunesse, pour moi, c'est d'abord un état passager, un état transitoire. Et la jeunesse, c'est la jeunesse scolarisée, d'abord. Donc, venez avec moi. Je suis d'accord avec vous, si vous voulez, on va faire ensemble un petit séjour dans des établissements scolaires. Et vous verrez que dans les établissements scolaires, la valeur dominante, ce n'est pas la xénophobie, ce n'est pas le racisme, ce n'est pas le rejet des autres. Et quand nous avons relancé les ciné-clubs, quand nous avons relancé les clubs théâtre, quand nous avons fait toute cette politique culturelle à l'intérieur des établissements, moi j'ai découvert toute une génération qui n'était pas exactement au diapason de vos sondages, si vous me permettez cela. Et je pense qu'il y a une disponibilité énorme qui existe aujourd'hui. C'est ça le problème que j'ai, c'est que les forces de gauche ne sont pas capables de parler et de donner un sens à cette disponibilité. Cette capacité d'attraction, de mobilisation, de rêve. Alors, parce que d'abord elles sont repliées sur elles-mêmes, repliées sur des batailles de pouvoir, des batailles qui n'avaient plus de sens, parce qu'elles n'ont pas redonné cette perspective-là. Mais moi, si je vais dans une classe, dans un lycée, et que je défends cette idée d'un être émancipé, d'un projet éducatif et culturel, eh ben, j'ai la conviction que si on fait un référendum à la fin du lycée, la majorité des lycéens voteront pour ce projet-là, comme ils votaient pour nous dans les assemblées générales. Comment la gauche va retrouver le peuple ? Parce que ça, c'est l'équation de base de 2017. Oui. Si Hollande ou un autre ne trouve pas le moyen de parler à ces couches populaires, c'est même pas la peine qu'il se présente. Chômage ou pas chômage, il a perdu. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a une course contre le temps qui est engagée, que la bataille qui commence là, dans les semaines à venir, et avec tout le travail que nous allons faire de réflexion, de convention, de dialogue, des moyens de communication modernes qu'on va mettre au service de cette réflexion, elle va être importante. Il faut qu'on redonne le sentiment qu'on a encore envie de changer les choses. Tout à l'heure, vous avez dit changer le monde, pour changer, et qu'on peut le faire. Pour changer, alors là, vous avez le vieux. C'est ça la question qui est importante. Et quand vous me dites le monde, etc., mais regardez ce qui se passe, parce qu'on n'en a pas parlé. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui ont peur de ce qui se passe, ni en Grèce, ni en Espagne, ni au Portugal demain. Je pense au contraire que c'est un vent nouveau qui est en train de souffler. Ça serait bien qu'il y ait un Podemos en France. Mais pas un Podemos contre le Parti Socialiste, mais un Podemos avec le Parti Socialiste. Parce que, regardez ce qui se passe. Le Parti Socialiste peut se transformer en Podemos. Mais le Parti Socialiste, il peut accompagner ce mouvement nouveau. Regardez ce qui se passe en Espagne. Compris, ça démontre... Vous voyez Cambadelli sans Iglesias ? Oui, pourquoi ? Pardon. Bon, mais Cambadelli, il a été comme moi un leader écouté quand il était jeune et il le sera encore aujourd'hui. Donc la question qui est posée, ça dépend du discours. Mais regardez, contrairement à ce que dit Mélenchon, en Espagne, à Barcelone comme à Madrid, la victoire, elle est possible parce qu'il y a l'unité. Ça ne se fait pas contre le PSOE.
Et donc, c'est le reproche. Ils ont pris leur place. Mais non, ils n'ont pas pris leur place parce qu'ils avaient besoin de leur voix pour gagner. Donc, il y a une renaissance. Vous allez voir. Ils ont ringardisé le PSOE. Mais non, ils n'ont pas ringardisé parce que les vieilles. C'est ce qu'on. Écoutez, alors, comme on se connaît depuis longtemps, qu'est-ce qu'on disait du Parti socialiste et de la SFIO en 69 ? Qu'est-ce que vous disiez ? D'accord. Alors. Qu'est-ce que vous disiez ? Parce que nous, on n'était pas là. Hein. Que tout le monde était passé sur son corps, que la SFIO était une vieille dame morte, et j'en passe, et les meilleurs. Et pourtant. Donc c'est le même travail, voilà, qu'il faut recommencer. Et alors, comme vous êtes gardé comme vos réflexes de trotskistes, vous pensez toujours à l'organisation, le front uni, comme vous dites. Mais alors là, c'est l'organisation, c'est pas le front unique, c'est pas l'organisation. Oui, non, mais c'est un concept. Hein. Vous raisonnez en termes d'organisation politique, je veux dire. Alors, le front uni, bon, ça renvoie à votre jeunesse estudiantine. L'union de la gauche plurielle, elle est morte et enterrée, elle est morte le 21 avril. Comment on fait maintenant ? Est-ce qu'il y a une réconciliation possible avec votre ami Mélenchon, que vous avez fréquenté, je rappelle, à la gauche socialiste ? Est-ce qu'avec Montebourg, est-ce que la gauche, elle est définitivement fracturée ? Est-ce qu'elle est encore compatible dans un gouvernement ? Ou est-ce qu'il faut accepter de gouverner avec ce qui reste quand toute l'extrême gauche est partie ? Écoutez, la génération, on en parlait tout à l'heure, la génération qui est la mienne, elle a appris ce que c'était que l'unité. Rappelez-vous le rapport de force terrible qu'il y avait entre le Parti communiste et le Parti socialiste en 78. Il y en a même qui disaient à l'époque, on ne peut rien faire avec le Parti communiste. Et heureusement que Mitterrand a tenu bon, et c'est comme ça qu'on a gagné en 81. C'est la même question qui est posée. La direction du Parti socialiste doit être unitaire pour tous. C'est ça le mandat que nous avons aujourd'hui. Elle doit tendre la main. Oh, je sais, on va nous cracher la figure, on va nous traiter de tous les noms. Si on tend la main, il va se faire mordre. Mais je parle de la direction du Parti socialiste. Et ce n'est pas la même chose. La direction du Parti socialiste, elle a pour vocation aujourd'hui de créer un nouveau rassemblement. Je sais ce Mélenchon, c'était la question avec Mélenchon, avec tous ceux qui veulent. Avec Cécile Duflot ? Avec Cécile Duflot. Qui prépare sa mais je ne candidature commence à la pas. présidentielle. Mais ils peuvent préparer toute leur candidature. À un moment donné, la question qui va être posée, elle est simple. C'est l'intérêt personnel ou l'intérêt général ? Et nous devons porter l'intérêt général. Et nous devons mettre chacun devant sa responsabilité. C'est ta carrière ou c'est la victoire des idées ? C'est ton ambition ou c'est défendre ce que tu es censé représenter ? Et c'est pour ça que nous devons être unitaires jusqu'au bout, sans jamais lâcher. Vous savez, moi, c'est la seule chose que Mitterrand m'a appris. Il m'a dit, un jour, je vais le voir, on était tout jeunes, et je lui parlais des renversements d'alliances. Et il me dit, ils passeront sur mon corps avant qu'on renverse les alliances. Vous dites toujours la vérité à votre ami François Hollande. Oui. Alors, si vous lui parliez aujourd'hui, imaginons, vous pensez qu'il a encore une chance ? Est-ce que vous pensez qu'il est le meilleur candidat pour la gauche, précisément pour opérer ce rassemblement en 2017 ? Il peut être le meilleur candidat, à condition effectivement d'abord qu'on redéfinisse ensemble qu'est-ce que serait l'enjeu des élections de 2017 et de l'après-2017, ça c'est tout le travail qui va être fait maintenant, qui doit être fait maintenant, parce qu'il ne s'agit pas d'être candidat pour être candidat, il ne s'agit pas de dire j'étais président, alors j'ai envie de continuer à être président, il s'agit d'être président pour quelque chose, pour un objectif, donc il y a un travail à redéfinir. Nous avons pris la responsabilité de redresser l'économie française, donc de lui redonner de la compétitivité, mais comment cette compétitivité aujourd'hui est au bénéfice de tout le pays, c'est la question qui va être posée. Comment on redéfinit un pays qui se rassemble, qui se dépasse, qui se transcende, c'est la question qui est posée face à tout ce qui est l'explosion des communautarismes. Comment on redéfinit l'idéal de la République ? C'est ça le débat qui va avoir lieu. C'est pas un oui franc, donc, hein. C'est un oui à condition. Oui, parce que moi, ça m'amène à reformuler. Alors attendez, il peut être l'homme de ce projet ? Oui, il peut l'être, parce qu'il l'a déjà été. Vous savez, il a une expérience pour lui qui est formidable, c'est qu'il a été à la direction du Parti socialiste pendant de longues années, et qu'il a vu l'ensemble de ce qu'était la vie politique française, et il l'a vu du point de vue de ce qu'étaient aussi les divisions, les éclatements. Pour celui qui a été capable d'apaiser les conflits que de se projeter par des percées. Vous voyez, on parlait au début de cette émission, je parlais du monde médiatique. Le travail du monde médiatique, c'est en permanence de chercher le conflit. Notre travail à nous, c'est de chercher la synthèse. Très bien. D'accord. Et un candidat. Juste une toute petite question. Non, d'accord. Non, pourquoi vous allez non, j'ai perdu. Non, c'est fini, monsieur Veil. Non, c'était sur le collège. Eh bien, c'est dommage, la prochaine fois. Le collège, on reviendra. Nous allons passer maintenant aux questions et aux photos d'actualité. La Grèce. Il y a des tensions entre les créanciers. Ils ne sont pas tous d'accord sur la méthode à appliquer vis-à-vis de la Grèce. Quel rôle doit jouer la France ? Est-ce qu'il ne va pas falloir se poser la question de la sortie de la Grèce de la zone euro ? Que les choses soient claires. Si la Grèce sort de la zone euro, c'est la zone euro qui est en péril. Elle se détricote très vite, parce que derrière les Anglais partiront, et derrière aussi tout un certain nombre de pays commenceront à se poser la question, notamment les pays du Sud. Donc la Grèce doit rester dans l'Europe, et l'Europe doit être capable
d'aider la Grèce. Et donc la question. Et la Grèce doit arrondir les angles aussi? Mais je pense qu'elle l'a fait. Non, elle le fait. Elle le fait. Maintenant, il y a un bras de fer. On voit bien que la finance veut faire plier la Grèce parce qu'elle sait très bien, la finance, que si sur la question de la dette, parce que c'est ça qui est en train de se jouer, et de la réforme des retraites, mais c'est surtout la question de la dette, elle recule. La question générale de la dette va être posée. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'une partie de la dette qui ne sera jamais remboursée. Je l'ai dit, ça fait 10 ans que je le dis. Et à un moment donné ou à un autre, on sera obligé de l'admettre. Et il faudra redéployer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir les caisses. Mais ça veut dire qu'il y a un moment donné où la dette devient tellement obsédante. Je vais vous raconter une anecdote. Nous étions avec mon ancien directeur de thèse, Jean-Hervé Lorenzi, dans un débat avec des jeunes. Et puis, les jeunes prennent la parole, ils disent « Oui, mais nous, on est la génération sacrifiée, parce qu'à cause de la dette, on n'aura plus de retraite, on n'aura plus... » Et à un moment donné, on s'est regardé, lui et moi, on leur a dit « Mais calmez-vous, c'est pas aussi dramatique que ça. Vous savez, nous, on a vu des choses comme ça. Vous allez voir, la dette, c'est aussi un peu dans votre tête, et on est en train de vous inoculer le virus. » Bon, allez, on avance. Dominique Strauss-Kahn, la relax. Ça vous met en colère? Vous dites tout ça pour ça? Ça vous fait plaisir? Non, je vais vous faire une confidence. Encore. Allez. Non, je me souviens simplement de tous ceux qui me reprochaient en 2012 de l'avoir invité à mon anniversaire. Et je pense que ceux qui se sont précipités à l'époque pour me critiquer doivent aujourd'hui tourner 7 fois leur langue dans la bouche. L'amitié, c'est une valeur cardinale. Et même quand un homme est en difficulté, on ne le laisse pas tomber. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui parce que c'est la meilleure des réponses qu'ils puissent donner. Voilà. Après, vous pensez qu'ils devraient présenter des excuses, ces gens-là? Il en aurait besoin? Non, vous en auriez besoin? Non, on n'a pas besoin. Je pense que il va simplement dire quel saccage a été fait dans ma vie. Peut-être que d'ailleurs c'était voulu au départ par certains. Voilà. Alors après, ça interpelle aussi sur la justice. La justice est passée, mais la justice, elle a été aussi prise en otage parce que les juges n'ont pas suivi les réquisitions du parquet. Et en ne suivant pas les réquisitions du parquet qui disait il n'y a rien dans ce dossier-là, ils ont ridiculisé la justice. Vous savez ce qu'on se dit quand on le voit après cette relax? Ce que se disent sans doute les gens qui nous regardent aussi. Je l'ai entendu. Le retour en politique? Non, mais bon, on a un peu discuté. Moi, je ne suis pas un proche, je ne le vois pas tous les jours, mais je pense qu'il a trop souffert de tout ce qui s'est passé pour avoir envie de revenir en politique. Mais par contre, qu'il contribue au débat d'idées, ça, mon sentiment, c'est qu'il va, dans les semaines, dans les mois à venir, parce qu'il a des choses à dire, y compris sur ce qui est en train de se passer en Europe, et que ça sera utile. Une femme de gauche, Martine Aubry, il paraît que c'est la chute de la maison Aubry. Elle a perdu son influence dans le Nord. Est-ce qu'elle aussi, vous aurez besoin de Martine Aubry pour inventer ce projet pour 2017? Moi, je pense que le Parti socialiste, aujourd'hui, ne peut pas commencer à excommunier et ne peut pas retomber dans des guerres fratricides. Donc, d'ailleurs, au Congrès, on en discutait dans les couloirs, les uns les autres. On n'a pas trouvé la solution positive dans le Nord. C'est dommage. Bon, les militants ont voté, il faut faire avec. Mais Martine Aubry, c'est une personnalité qui va compter et on en aura besoin pour ce travail. D'abord parce qu'elle est une autorité sur le peuple de gauche dans ce pays-là et qu'on ne peut pas s'en passer. On passe maintenant aux questions SMS, à vos questions. Quel est votre rôle exact auprès de François Hollande? Bon, vous êtes amis? Toujours? Ça suffit, c'est bien. Toujours? Oui. Il y a eu des hauts, des bas, c'est compliqué votre C'est histoire. ça l'amitié. Ouais. Bon, vous croyez que l'amitié c'est une question continue? Non, c'est pas une ligne, c'est pas un trait continu. Mais là, vous en êtes où? On est dans une phase normale. Apaisé? Oui, il y a des. Mais moi, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même approche, on n'a pas la même perception des choses. Mais si on était pareil, ça n'aurait aucun intérêt l'amitié. Voilà. La question, c'était votre rôle exact. Est-ce que vous êtes un conseiller? Est-ce que vous allez le voir le dimanche soir pour lui donner, je sais pas, votre avis? Quand, par exemple, vous avez parlé des primaires, est-ce que ça a donné lieu à une explication de gravure entre vous? Mais moi, vous savez, ça fait des années et des années qu'on n'est pas forcément d'accord et que quand on n'est pas d'accord, on s'engueule ou on se fait un peu la tête. Bon, ben voilà, c'est la vie. Mais c'est normal. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que chacun est obligé de prendre en considération le point de vue de l'autre. Bon, donc je ne suis pas le conseiller. Parce que le conseiller, il en a. Moi, je suis simplement quelqu'un qui se connaît depuis longtemps, qui l'apprécie, et donc qui dit les choses. Et mon travail auprès de lui, c'est le seul travail que j'ai, c'est de lui dire les choses. Vous lui direz, par exemple, il ne fallait pas aller aux 24 heures du Mans? Non, je dirais, tiens, je ne savais pas que tu aimais les courses automobiles, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est son choix. Je veux dire, après, il va justement me dire, il faut à un moment donné aussi parler à tous ces gens-là. Bon. Vous qui connaissez bien M. Hollande, a-t-il changé en 3 ans et comment? Il a changé dans la mesure où... Alors, il y a une partie où il n'a pas changé, c'est-à-dire il restait l'homme simple, direct, sensible tout de suite et avec autant d'humour. Il a changé parce qu'il se pose beaucoup de questions.
Et il se pose beaucoup de questions sur le travail qu'il fait, sur la France, sur la place de la France. Et il est en recherche. Et sur lui, il doute de lui? Il doute des résultats, de sa façon de conduire les affaires du pays? François Hollande est un homme qui n'étale pas ses sentiments comme ça. Il les domine profondément. Donc il vous reçoit pas en vous disant tiens, je pense ça ou autre chose. Il discute, il dialogue. Mais je crois qu'il est dans le doute. Il est dans la question simple. Est-ce que je vais, dans mon mandat, être capable de faire franchir une étape à la France et lui redonner confiance? Et c'est là l'enjeu des mois à venir. Est-ce que vous doutez, vous, de son envie de se représenter à la présidentielle? Non, il y a une chose que je sais, c'est qu'il ne mettra pas en péril la gauche. Donc s'il sent qu'il n'est pas en situation, il l'a dit. Il a donné d'ailleurs la condition. Il a dit, si je n'ai pas réussi sur le chômage, ça n'a pas de sens de se représenter. Et ça, c'est... Je sais qu'on me parle beaucoup de la morale. Ça, c'est une vraie morale politique. S'il s'y tient. Oui, mais... Alors, j'ai aucun doute sur le fait qu'il s'y tiendra. Parce que ça, je sais ce que ça représente pour lui. Mais mon sentiment, c'est que les choses sont en train de bouger. Et que si on arrive à... Il y a encore des boulons à redresser, il y a des erreurs à éviter, il y a aussi un dispositif politique à vérifier, mais que c'est la gauche qui est encore capable de porter ces choses-là dans le pays. Parce que pour le reste, je suis très inquiet. Comment se fait-il que vous ayez besoin d'organiser des réflexions? Pourquoi le PS n'a-t-il pas déjà de bonnes idées pour sortir le pays de la crise? Parce que le monde a profondément changé. Depuis 2012? Non, pas depuis 2012, depuis toutes ces années. Et que les idées sont toujours en retard par rapport au monde réel. Et dans toute l'histoire de l'humanité, ça s'est passé comme ça. Donc peut-être nous avons perdu du temps, peut-être que nous avons traîné, certainement. Dans la phase où nous étions dans l'opposition, nous nous sommes contentés d'un sarkozysme pavlovien qui considérait que, de toute manière, ça allait être notre tour. Et on n'a pas assez travaillé sur le fond, mais pas simplement sur la technique, pas simplement sur la mesure. Vous avez vu la discussion qu'on a eue, c'est sur l'identité que les questions sont posées. C'est des questions beaucoup plus lourdes. Ce qui doit inquiéter les gens qui vous écoutent, c'est quand vous dites que les idées sont toujours en retard. Sous-entendu, les politiques sont toujours en retard, ont toujours un train de retard sur la société. C'est l'histoire de l'humanité qui veut ça. Donc les choses changent. Et puis après, il y a des précurseurs. C'est comme ça que ça marche. On appelait ça les avant-gardes quand j'étais jeune. Mais il y a des précurseurs qui, à un moment donné, rattrapent. Alors essayez d'être un peu précurseur. Voilà. Comment voyez-vous la gauche française dans 10 ans? Dans 10 ans, je la vois restructurée, avec peut-être une grande formation politique de gauche, dans laquelle il y ait toutes les familles qui discutent, qui dialoguent. Et une gauche profondément modernisée, parce qu'avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, avec Internet, avec ce qu'on appelle les web télé, on peut faire des choses comme on n'a jamais fait en termes de démocratie directe et de démocratie participative. Que pensez-vous de l'attitude de votre ancien proche, Jean-Luc Mélenchon, vis-à-vis de François Hollande? Mais j'ai fait un livre pour raconter ça. La faute politique de Jean-Luc Mélenchon. Le problème de Jean-Luc, il y a deux choses. De Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il faut le respecter comme tel, il y a deux choses. Il y a un rapport passionnel aux gens et qui parfois prend le dessus sur sa réflexion politique. Et après, il y a une erreur. Moi, je pense qu'il y a une erreur. C'est l'idée que c'est la transposition du modèle d'Amérique latine en Europe. Et il le fait moins d'ailleurs, voilà, il en parle moins. Il le fait moins, l'idée qu'on va construire une nouvelle gauche sur une gauche qui serait morte. C'est pas comme ça. Vous le voyez encore, Jean-Luc Mélenchon? Je le croise de temps en temps, mais c'est vrai qu'on a des divergences importantes aujourd'hui et qu'on est plutôt dans la confrontation. Mais cette confrontation, elle peut être porteuse. Une dernière question. Que gardez-vous de vos débuts trotskistes? On en a un peu parlé tout à l'heure, la question se repose. Je l'ai dit tout à l'heure, le combat pour l'unité. Et aussi un certain engagement, une certaine détermination. Le trotskisme, c'était une école qui fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai gardé ça. Le socialisme, non? Si, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Julien Drey. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain à 17h50 pour C'est dans l'air. Dans un instant, votre magazine Hélène et les animaux. Belle soirée sur France 5.